cet ouvrage sorti en juin dernier aux éditions La Découverte, en collection Repères, qui s'appelle Sociologie de la communication politique. Je me sers ce soir pour faire une rapide présentation des enjeux d'études de cet objet qu'est la communication politique. Objet d'ailleurs en grande partie occulté académiquement, dans la mesure où on pourrait dire que d'une certaine façon les discours sur la communication surinvestissent socialement cet objet, et d'un autre côté on aurait un objet donc extrêmement discuté, extrêmement présent dans le monde social, mais d'un autre côté sous-investi scientifiquement. C'est-à-dire que différentes disciplines qui auraient pu s'en saisir, on peut penser à la sociologie, on peut penser à l'histoire, on peut penser à la science politique, ont durant longtemps assez largement méprisé, laissé de côté cet enjeu que pouvait représenter la communication politique. Cela pourrait faire l'objet d'une interrogation en soi, dans la mesure où le point de vue des acteurs a longtemps fait autorité. C'est-à-dire que la communication, plus largement d'ailleurs que la communication politique, pouvant être considérée comme une discipline qui ne s'apprend pas, faite essentiellement de savoir-faire pratique, professionnel, acquis sur le tas d'une certaine façon, et notamment dans les décennies les plus récentes, dans des écoles de pouvoir, dans des écoles de communication, plus d'ailleurs que dans des écoles de journalisme. A contrario de cette tendance, c'est ce que j'ai essayé d'ailleurs c'est ce dont j'ai essayé de rendre compte dans ce petit ouvrage. Depuis une bonne vingtaine d'années, la sociologie politique française, à la suite d'ailleurs de travaux existants dans le monde anglo-saxon, ont tenté de s'interroger de façon, on dira, plus empirique, certainement un peu plus sérieuse, en pratique sur l'importance des journalistes, notamment des journalistes politiques, le rôle des sondeurs, le rôle des conseillers en communication, c'est-à-dire le rôle de tout un tas d'acteurs qui, pour paraphraser une formule célèbre de Max Weber, à leur manière vivent de et pour la politique, sans être évidemment de façon pleine et entière des professionnels de la politique, sans être des élus par exemple. Et de ce point de vue, c'est des approches qui se veulent sociologiques de la communication politique ont pour point de départ de tenter d'éviter deux postures contraires, mais qui finalement se rejoignent dans leur éloignement de l'objet, on pourrait dire, à la fois la posture de dénonciation, le fait de considérer que la communication politique serait finalement à l'origine une forme de perversion de l'activité politique, ce qui revient assez largement à reconnaître une sorte d'âge d'or de la politique très largement imaginaire, et de l'autre, évidemment, à l'opposé de ce discours, un discours d'autocélébration que pratiquent évidemment volontiers les gens de communication eux-mêmes, qui mettent fortement l'accent sur une sorte de nécessité fonctionnelle qu'aurait la communication politique, qui serait une sorte finalement de parachèvement de la démocratie. Donc évidemment, ces deux approches a priori antithétiques ont, je pense, le même défaut de prêter certainement beaucoup trop de choses à la communication. Je vais essayer de développer assez rapidement 3 points. Le premier point portant sur la question de la métamorphose ou des métamorphoses de la communication politique. Ensuite, examiner la banalisation de la communication politique et son triomphe apparent, pour terminer sur la question des éventuels effets entre guillemets que pourrait produire la communication politique sur les jeux, sur les transformations des jeux politiques contemporains. D'abord, pour ce qui est de la question des métamorphoses, on pourrait peut-être d'un point de vue un peu iconoclaste soutenir d'emblée que la communication politique a toujours existé. C'est-à-dire que contre une vision commune qui part du principe que la communication politique est fortement ancrée dans l'âge de la télévision, l'âge de la modernité et des médias, on pourrait soutenir, et de nombreux travaux évidemment anthropologiques et historiques plaident en ce sens, pour une dimension théâtrale et une dimension dramaturgique de l'activité politique qui se retrouve présent
évidemment y compris dans les régimes politiques tout à fait traditionnels, tout à fait primitifs. On peut penser aux travaux de Georges Ballandier, par exemple, sur les sociétés africaines, qui mettaient bien l'accent sur l'importance des rituels qui, pour les chefs politiques, visaient à exorciser les esprits, à se livrer à un ensemble de cérémonies purificatrices pour faire en sorte que le titulaire du pouvoir change d'état, change de personne, une fois investi de l'autorité politique. Donc de ce point de vue, l'histoire et l'anthropologie rendent bien compte de la multiplicité des recours à tout un ensemble de technologies sociales qui contribuent à très largement, dans les sociétés traditionnelles, à naturaliser le pouvoir politique, à très largement le faire admettre comme juste et nécessaire, comme évident, notamment évidemment pour ceux sur lesquels il s'exerce. Donc de ce point de vue, ces dispositifs, généralement évidemment sommaires et d'une certaine façon où l'on pourrait juger rétrospectivement simplistes, comparativement aux dispositifs contemporains, se retrouvent dans des sociétés anciennes en recourant là encore à différents types d'intermédiaires. Ces intermédiaires étant évidemment en partie différents de ceux d'aujourd'hui. Il peut s'agir des hagiographes, chargés de réaliser les portraits du roi, portraits évidemment flatteurs, célébrant à la fois la grandeur, mais également, lorsqu'il le faut, la modestie du prince, rapportant ses hauts faits et gestes. Et on peut penser, là encore, également à la presse locale commentant, à partir de la Troisième République, les visites en province des chefs d'État, et comme l'a montré un travail tout à fait remarquable, le travail de Nicolas Mariot, sur les bains de foule par exemple, considérant que la popularité politique était très largement mesurée par les applaudissements. Autrement dit, la popularité signifiait que la population présente était nécessairement une population qui soutenait l'action et la personne du chef de l'État, alors que bien évidemment la visite du chef de l'État s'apparentait très largement à un déplacement festif qui constituait très largement un élément de sociabilité villageoise ou urbain, bien plus qu'évidemment un événement politique en lui-même. Alors de ce point de vue, on pourrait évidemment s'interroger sur la nouveauté que pourraient constituer les régimes politiques contemporains dans le maniement ou l'usage de la communication politique. Ce qui apparaît comme étant un phénomène moderne, mais moderne ne signifie pas nécessairement qu'il vient d'apparaître, c'est évidemment le recours à l'opinion en tant que mode de légitimation et la nécessité désormais qu'ont les gouvernants de s'appuyer sur l'opinion. On sait que, là encore, sans se livrer à une histoire de l'apparition de l'opinion publique, que l'opinion publique est devenue un acteur politique, notamment en France, dès la fin de l'Ancien Régime, notamment avec la crise de l'autorité monarchique et la nécessité notamment, c'est le cas de Necker, se lançant dans une véritable campagne de popularité en faveur de Louis XVI, essayant de montrer qu'en dépit des critiques dont il est l'objet, le monarque reste populaire. Il s'agit donc de substituer une forme de légitimité pour une autre. Autrement dit, sans même pas forcément s'en rendre compte à l'époque, faire en sorte que la légitimité monarchique laisse progressivement place à une forme d'adhésion populaire. Ce qui, bien évidemment, apparaît comme précurseur à la toute fin de l'Ancien Régime, va totalement devenir une évidence avec l'avènement des régimes représentatifs et, bien évidemment, avec l'instauration du suffrage universel. À partir de ce moment-là, même si encore une fois, il faudrait retracer en détail les différentes étapes, l'un des impératifs du titulaire du pouvoir politique, notamment de l'élu, bien évidemment, consiste à recourir aux moyens de la communication politique très largement pour se faire élire. Et donc, la communication politique devient une forme de technique mobilisable, notamment en campagne électorale. Et ce n'est pas pour rien que c'est aux États-Unis que dans les années 30, la communication politique telle que on l'entend évidemment aujourd'hui, tout en n'étant évidemment pas identique de celle d'aujourd'hui, commence à émerger.